Je vous salue mes camarades. Je suis vraiment très heureux et je dois le dire, après toutes les interventions que j'ai entendues, ému, de prendre la parole à cette tribune aux côtés de tous ceux qui viennent de s'exprimer devant cette assemblée de militants, de travailleurs, de jeunes. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. A priori, je n'étais pas ce qu'on appelle quelqu'un de particulièrement programmé pour devenir député dans les institutions de la Ve République. Et je dois dire que même si je n'avais, alors pour le coup, absolument aucune illusion sur ces institutions, quand au bout de quelques mois seulement, vous vous prenez, passez-moi cette expression, le 23e article 49.3, la nature antidémocratique de ce régime, vous la touchez du doigt et elle vous saute à la figure. Mais, comme député, au sein de la France insoumise, et j'en profite d'ailleurs, j'espère que je n'oublierai personne, j'en profite pour saluer la présence parmi nous de députés de la France insoumise, Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise, et Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône, député de Marseille. J'espère que j'oublie personne. Comme on ne capte pas bien, j'ai pas reçu peut-être toutes les infos nécessaires. Ils m'en voudront pas. Et Jean-François Coulombe, le député de Savoie de Chambéry. Des amis. Je dis, comme député au sein de la France insoumise, je remarque concrètement ce qui est un cas de figure politique bien particulier et je dois dire nouveau. Quand le gouvernement a décidé l'an dernier, on en avait d'ailleurs parlé ici même, dans un meeting du même type, il y a un an, de faire passer sa réforme des retraites, celle-là même qui a déclenché une très profonde mobilisation qui a duré des mois, nous avons refusé de nous couler dans le moule, nous les députés de la France insoumise. Tous les autres ont plongé, mais nous avons refusé de nous couler dans le moule et de nous adapter au carcan fixé par le pouvoir et par les institutions. Nous avons bloqué et nous avons revendiqué de le faire. Et nous avons eu raison de le faire. Et nous avons été de toutes les manifestations, y compris après le 49.3, quand le gouvernement a ordonné de réprimer les manifestants. Camarades, c'est un peu ce qui fait notre marque de fabrique, c'est d'ailleurs ce qu'on ne nous pardonne pas, combattre ce gouvernement et sa politique au Parlement et de la même manière, dans la rue et partout où c'est nécessaire, aux côtés de ceux qui refusent et qui résistent. Alors, camarades, vous le savez comme moi, depuis 2 semaines, les étudiants américains se soulèvent. Ils ont repris le flambeau de la jeunesse et de la classe ouvrière américaine dans sa révolte contre la guerre impérialiste au Vietnam. Et il faut ici rappeler que la défaite infligée à l'époque à l'impérialisme américain, nous le devons d'abord, bien sûr, à la résistance héroïque du peuple vietnamien pour son indépendance et son émancipation. Et nous le devons aussi à la lutte acharnée de la jeunesse et de la classe ouvrière américaine contre son propre gouvernement, contre son impérialisme. Et oui, la jeunesse américaine aujourd'hui reprend ce glorieux flambeau. Et nous les saluons et nous les soutenons à fond. En quelques jours, camarades, malgré la répression, malgré les accusations ignominieuses d'antisémitisme, de soutien au terrorisme, ça rappelle quelque chose, la mobilisation s'est répandue dans les campus américains comme une traînée de poudre. Jana en a parlé. Cette révolte est un signal formidable. Je l'ai dit, nous la soutenons à fond.
Parce que cette jeunesse, ces étudiants, ils ne veulent pas d'une société dont le gouvernement, et le nôtre fait la même chose, aide, arme, finance le gouvernement Netanyahou qui en ce moment même massacre les Palestiniens et est responsable d'un génocide. Et cette révolte, camarades, exprime un refus très profond, le refus d'un système qui exploite, qui pille, qui massacre et qui réprime. Alors, quand les étudiants de Sciences Po ont occupé leur établissement et que le gouvernement a ordonné de les évacuer par la force, je dois dire qu'il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour décider ce qu'il fallait faire. J'y suis allé aux côtés de mes camarades députés de la France Insoumise. Et nous allons continuer de le faire. Et je le dis, ce n'est pas un titre de gloire, c'est notre rôle et c'est notre place. Mais vous avez aussi tous noté que nous étions les seuls. Et il n'y a là aucun hasard. Parce que, mes chers camarades, je garderai longtemps en tête ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier. Le 10 octobre dernier, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, a demandé aux députés de se lever et d'acclamer et d'approuver par une acclamation debout le soutien inconditionnel à Israël. Camarades, toutes les formations politiques, du PCF au Rassemblement national, se sont levées pour approuver par acclamation le soutien inconditionnel à Israël. Tous, sauf une formation. Tous, sauf la France Insoumise. Nous avons refusé de nous lever parce que le soutien inconditionnel à Israël, nous le savions dès le départ, c'était le soutien au carnage, le soutien au massacre, le soutien au génocide. Alors, ces quelques faits expriment une chose. Il y a une force politique appuyée sur un large mouvement pour la rupture, relié à un profond refus qui partout cherche à s'exprimer dans ce pays et pas seulement dans ce pays. Et j'allais dire, passez-moi cette expression, en osmose avec lui. Et oui, ça c'est un cas de figure nouveau. Alors croyez-moi, ça va continuer. Et ce mouvement, nous en sommes et nous l'appuyons à fond. Parce que c'est ce qui donne de la force. C'est ce qui donne conscience et compréhension pour tous les combats à mener. Pour le cessez-le-feu, contre la guerre, contre la répression. Et c'est aussi cette force que représentent les militants qui sont assis à mes côtés et tous ceux qui sont intervenus avant moi. Camarades, avec beaucoup qui sont dans cette salle, j'étais présent au rassemblement de soutien à Rima Hassan et à Mathilde Panot. Dans le discours qu'elle fait ce jour-là, Mathilde Panot dit « Nous sommes à la croisée des chemins. Aujourd'hui, c'est soit céder, soit résister. » Je pense que cette situation est parfaitement juste et colle parfaitement à la situation dans laquelle nous sommes. Parce que, camarades, nous sommes dans un pays où, et les faits que je vais donner sont connus de tous, des conférences, des réunions publiques de la France Insoumise, de Mélenchon sont interdites, la plupart du temps dans des universités, des établissements parmi les plus prestigieux. Et notez bien d'ailleurs que nombreux sont ceux qui participent à la curée. C'est une députée Renaissance qui s'est agitée sur tous les plateaux pour exiger l'interdiction de la conférence de Lille, qui a été interdite à 2 reprises, mais qui s'est tenue, au bout du compte, sur une place publique. C'est le député du Parti socialiste, Jérôme Guedj, qui lui a fait écho
en reprenant fielleusement, comme à son habitude, l'accusation odieuse, infamante d'antisémitisme. Et c'est encore la tête de liste du PS aux européennes, Raphaël Glucksmann, le candidat de l'économie de guerre, qui a demandé que les étudiants de Sciences Po à Paris soient évacués. Nous vivons, camarades, dans un pays où des militantes et des responsables politiques comme Rima Hassan et Mathilde Panot, que j'ai cités, sont convoqués pour apologie du terrorisme. Tenez-vous bien pour un communiqué publié le 7 octobre dernier, celui-là je l'ai bien en tête parce que je l'ai défendu, et qui dit « Nous pleurons les victimes des deux côtés. Nous pleurons les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes. L'engrenage infernal doit être stoppé, cessez-le-feu immédiat. » Camarades, non seulement les faits ont donné raison à ce communiqué, mais ce sont ces termes que je viens de vous lire qui sont passibles aujourd'hui d'une accusation d'apologie du terrorisme. Rendez-vous bien compte où nous en sommes rendus. Et nous vivons dans un pays où la plus vieille et la plus grosse organisation syndicale, la CGT, dénombre elle-même 1 millier de ses militants placés en garde à vue, poursuivis et pour certains condamnés, comme le secrétaire de l'UD, de l'Union départementale CGT du Nord, qui est condamné à 1 an de prison avec sursis pour les mêmes motifs. Alors tout ça, camarades, ce n'est pas, comme on l'appelle pudiquement, une dérive autoritaire. Non, c'est pas. À ce stade, ça n'est plus une dérive. Yessa a parlé tout à l'heure des gilets jaunes. Je rappelle que les gilets jaunes ont été réprimés avec une sauvagerie telle qu'il faut remonter à la guerre d'Algérie pour retrouver dans ce pays un tel niveau de répression d'État. Ce gouvernement n'en est pas à son premier coup d'essai. Et quand on en est à ce niveau-là, quand il se passe ce que je viens de dire, ce n'est pas une dérive, ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas une glissade momentanée, ça passera et puis ensuite on reviendra à la normale. Non, camarades, c'est la marque d'un pouvoir qui, je l'ai dit, n'en est pas un coup d'essai. Un pouvoir qui est minoritaire, qui est rejeté partout et même haï dans la population, mais qui entend malgré tout poursuivre sa politique contre les travailleurs, contre la jeunesse, contre la démocratie, au compte du capital financier dont il représente ici les intérêts, et qui, pour cela, n'a comme moyen que la répression. C'est sa tendance naturelle et c'est sa marque de fabrique. Alors, comme toujours, les mêmes qui font cela, et ceux qui prêtent leur concours à ces basses besognes, la main sur le cœur avec des trémolos dans la voix, à nouveau, ils entonnent le refrain du rempart contre l'extrême droite. Mes camarades, penchons-nous 2 minutes sur cette question. Ce n'est pas l'extrême droite qui fait interdire les réunions publiques en ce moment. Ce n'est pas l'extrême droite qui réprime les militants. Ce n'est pas l'extrême droite qui fait convoquer, même si bien évidemment elle approuve totalement, des responsables politiques par la police au motif d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme. Ce n'est pas l'extrême droite qui a rédigé la loi du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une loi de division raciste qui désigne des boucs émissaires dans le seul objectif de dresser les gens contre les autres pour diviser, pour mieux régner. Cette loi raciste, qui l'a faite? C'est ce gouvernement qui l'a faite. Et le commanditaire s'appelle Emmanuel Macron. Alors, qu'on me comprenne bien, je ne minimise pas le danger que représente l'extrême droite. Tout le monde a vu notamment ce qui s'est passé en Italie, ces centaines d'hommes qui défilent dans les rues et qui font le salut nazi. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Comme d'ailleurs tout le monde comprend ce que veut dire le fait que les étudiants de Sciences Po, par exemple, ou des meetings de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise soient menacés, troublés par des groupes qui viennent en cagoule
avec des gants plombés et qui sont en étroite relation avec le régime de Netanyahou, nous le savons. Ces gens qui encouragent le massacre des Palestiniens, qui en font la promotion, autant se le dire tout de suite, ils se préparent à aller beaucoup plus loin. Donc, je ne minimise pas le danger. Et loin de moi l'idée de le minimiser. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que ce danger très réel serve aujourd'hui à exonérer le gouvernement de ses responsabilités, à l'absoudre et à le protéger. Camarades, on nous a fait le coup tant de fois. On nous a fait le coup du vote Macron contre Le Pen. Vote Macron soutenu par tout le monde, il faut le constater, le PCF, le PS, et même au plan syndical, la CGT, la FSU. Et pour finir, seul un a refusé de le faire, c'est la France Insoumise, et ils ont bien eu raison. Et pour finir, pour quel résultat? Eh bien, pour finir, Macron, je l'ai dit, applique une politique et des mesures que l'extrême droite ne renierait pas, et d'ailleurs, elle les vote. Et d'ailleurs, elle les célèbre, ces mesures, comme sa victoire. Mais remarquez bien que Macron, ce n'est pas une exception. Biden, Scholz, Sunak et compagnie, ils ne font pas autre chose. Et je vais citer ici ce slogan formidable qui a été lancé par des étudiants de l'université d'Austin aux États-Unis, qui avaient devant eux des policiers qui prétendaient les évacuer par la force. Voilà ce qu'ils scandaient. La police d'Austin, le Ku Klux Klan, l'armée israélienne, tous les mêmes. Parce que quand même, camarades, c'est qui? C'est quoi tous ces dirigeants? C'est qui les Biden, les Scholz, les Sunak, Macron, Netanyahou qui massacre, les dirigeants des capitales arabes qui, de fait, sont complices, comme les autres? Qu'est-ce qu'ils défendent? Je vais répondre juste par un fait. Il y a 2 semaines, Biden a fait voter par le Congrès américain un plan de 91 milliards. Ça ne s'est pas fait sans peine, mais il a fini par arracher ce vote. 91 milliards qui se répartissent en une vingtaine de milliards pour la guerre de Netanyahou, pour le génocide de Netanyahou, et 63 milliards d'aides militaires et financières pour la guerre en Ukraine. Alors on va prendre la question de l'Ukraine. La guerre là-bas s'éternise depuis 2 ans. Il y a des chiffres qui avancent ce bilan terrifiant. 1 million de morts, 500 000 des 2 côtés, du côté russe et du côté ukrainien. Poutine fait enrôler de force les jeunes Russes pour les envoyer à la mort. Mais son régime et les oligarques autour de lui continuent à prospérer et continuent à s'engraisser. Zelensky, lui, en Ukraine, il vient de faire adopter une loi martiale qui permet, comme toutes les lois martiales, la suspension de toutes les libertés publiques. Ces forces de répression s'énervent, il les envoie dans les villages, dans les quartiers des villes en Ukraine pour recruter de force des jeunes, des adolescents et les envoyer vers ce qu'un militaire américain appelait dès 2022 le hachoir à viande. Camarades, les peuples sont envoyés à la mort, sont envoyés à la mort par des régimes qui les oppriment. Et c'est vrai des 2 côtés. Mais pendant ce temps-là, et ça aussi c'est vrai des 2 côtés, les affaires continuent. L'autre jour, Le Figaro a publié un article de fond. Cet article était intitulé « Les guerres propulsent les dépenses militaires mondiales à un niveau record ». Et on pourrait citer ce que disait le ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu, qui reconnaissait en décembre dernier la chose suivante et qui s'en vantait, parce que ces gens-là trouvent cela formidable. La guerre en Ukraine, reconnaissons-le, est une opportunité formidable pour l'industrie française. Alors, mais c'est la logique d'un système, camarades. Pour les profits des marchands d'armes et des multinationales, la guerre doit durer. Et pour que ce système à bout de souffle, en décomposition, perdure,
Il ne leur suffit plus aujourd'hui d'exploiter et de piller ce qu'ils ont toujours fait. Il leur en faut plus. Il leur faut l'économie de guerre, celle que réclame Macron, qui à chaque fois que ça lui prend, explique qu'il faut envoyer des troupes françaises en Ukraine. Pas sûr d'ailleurs que la population soit d'accord, puisque les derniers sondages indiquent que 79% des personnes interrogées sont évidemment, et on comprend pourquoi, contre le fait d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Mais sur ce terrain-là, notez-le, il n'est pas le seul. Le PS et Glucksmann en ont carrément fait de l'économie de guerre leur thème de campagne. Et cette politique, camarades, tous les jours, dans ma circonscription et dans mon département, tous les jours, j'en vois les conséquences. Il y a quelques semaines, Macron a reçu en grande pompe Zelensky. Il lui a remis un chèque de 3 milliards d'euros, 3 milliards d'euros qu'il a débloqués en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais 3 milliards pour la guerre. Au même moment, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, annonçait 10 milliards en moins, 10 milliards de coupes dans les budgets. Alors j'ai rencontré il y a quelques jours, pour défendre les revendications des profs et des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis, qui veulent des postes, qui veulent des moyens pour l'école, j'ai rencontré l'autre jour la ministre de l'Éducation nationale. Elle me dit, tout sourire, parce qu'elle doit trouver ça drôle, mais monsieur le député, les postes, je ne les ai pas. Je n'ai pas l'argent. Mais ne vous inquiétez pas, nous saurons tenir compte de la spécificité du 93. Alors voilà ce que je lui ai répondu. Je lui ai répondu, Madame la ministre, on sait très bien comment vous tenez compte de la spécificité du 93. Dans ma circonscription, Clichy-sous-Bois, c'est la ville la plus pauvre du département. 42% de la population y vit en dessous du seuil de pauvreté. À la rentrée prochaine, qu'est-ce que vous faites à Clichy-sous-Bois? Vous fermez 10 classes. Dans mon département, le taux de mortalité infantile est supérieur de plus de 30% à ce qu'il est au niveau national, à la moyenne nationale. Et il faut qu'on se batte en ce moment même, comme des chiens, pour rouvrir la maternité que votre gouvernement vient de faire fermer. Alors la spécificité du 93, Madame la ministre, merci, je vois très bien. Et d'ailleurs, je me permets d'ajouter ceci. Comme député, en 3 mois, depuis le début de l'année, c'était au mois de mars qu'avait lieu cette rencontre, comme député en 3 mois, dans ce département, j'ai participé à 2 marches blanches pour 2 jeunes tués, victimes de ce qu'il est convenu d'appeler pudiquement des violences policières. Elle n'a pas spécialement aimé ma réponse, mais c'est la réalité. Et c'est ça leur politique. Et c'est ça leur monde. Alors, je vois, et on voit tous l'indignation contre les gens, contre la masse des gens, contre cette politique au compte d'exploiteurs qui se gavent. Je vois la colère très profonde, totalement juste et légitime, et qui ne reflue pas, et qui même s'approfondit et s'amplifie. Certains d'entre eux iront voter, et si j'en juge par les réunions publiques qui se tiennent en ce moment, qui d'ailleurs font ça le comble, je sais pour qui un certain nombre iront voter. Mais d'autres n'iront pas voter. Mais tous veulent que ça change et veulent que ça change radicalement. Et n'imaginez pas que tous ces gens dont je parle soient un seul instant éloignés des étudiants aux États-Unis, qu'ils soient un seul instant éloignés des millions qui manifestent dans les pays arabes. Ne croyez pas un seul instant même qu'ils se sentent éloignés de ce qui se passe et de ce qui s'est passé notamment hier à Tel Aviv. Et camarades, je voudrais m'attarder quelques minutes sur ce qui s'est passé hier soir à Tel Aviv. Des dizaines de milliers de citoyens israéliens sont descendus dans la rue. Ce n'est pas la première fois, il faut quand même qu'on attire l'attention de tous sur cet aspect. En pleine guerre, dans une situation où les ministres de Netanyahou multiplient des discours génocidaires, fanatisent la population, des dizaines de milliers manifestent pour dire Netanyahou dehors, Netanyahou démission. Alors je sais,
que ces manifestations sont, pour au moins qu'on puisse dire, composites et même parfois ont un caractère contradictoire. Mais j'ai lu notamment ce que disaient certains manifestants et ce qui était écrit sur un certain nombre de pancartes et de banderoles. Ils veulent que les otages reviennent. Et ils disent pour que les otages reviennent, il faut que les combats cessent. Il faut que le massacre s'arrête. Et camarades, vous savez, les peuples, c'est vrai du peuple russe, c'est vrai du peuple ukrainien. Ça a été dit dans la réunion européenne dont tu as parlé, Andrei, qui a eu lieu hier. Ils veulent la paix. Les peuples ne veulent pas la guerre. Et je suis convaincu que, également, en Israël et en Palestine, cette question va être très vite posée. Et je voudrais ici citer une anecdote. J'ai participé au meeting juif internationaliste qui s'est tenu dans les locaux du Parti ouvrier indépendant il y a quelques semaines et où Haïm était présent. J'ai eu à intervenir dans ce meeting et j'ai cité une phrase que je garde particulièrement en tête. C'est celle de Marek Edelman. Marek Edelman était un rescapé du ghetto de Varsovie. Il a combattu les nazis qui ont exterminé tous les siens, les armes à la main. Marek Edelman n'était pas sioniste, c'était même un adversaire acharné du sionisme. Marek Edelman disait la chose suivante, qu'on peut reprendre à notre compte, et qui aujourd'hui sont vérifiés par les faits. Il ne peut y avoir aucune issue, aucune solution pour les peuples, quels qu'ils soient, sur la base de l'expropriation de tout un peuple, sur la base de la négation de son droit à la liberté, à la souveraineté, à la terre. Et il ajoutait, quand on s'installe dans un pays où vivent des millions d'Arabes, alors il faut pratiquer le métissage, c'est-à-dire l'inverse de la politique génocidaire qui est aujourd'hui menée en Israël. Et oui, camarades, c'est la seule issue. Les peuples peuvent vivre côte à côte en paix. Ils peuvent vivre ensemble en paix, dans un seul État démocratique. Je parlais de tous ces gens dont l'indignation ne cesse de monter. Et je disais, ne croyez pas qu'ils soient éloignés de tous ceux dont je viens de parler. Mais de la même manière, ils se sentent proches de tous les peuples qu'on opprime. Bien sûr, des Palestiniens qui sont massacrés aujourd'hui, mais aussi des Algériens que le gouvernement algérien empêche de manifester, des Iraniens qui sont jetés en prison et qui sont sauvagement réprimés, des jeunes Russes ou Ukrainiens qui sont envoyés à la boucherie. Et qu'est-ce qu'ils voient, tous ces gens, que ce monde qu'ils ont sous les yeux, qui les angoisse et qui les effraie et dont ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des partis qui ont longtemps prétendu les défendre et qui ont, disons-le clairement, une longue pratique de la trahison, pactisé ouvertement avec le gouvernement, roulé ouvertement, qui pour l'économie de guerre, qui pour la répression, voire les deux à la fois. Et là, et c'est l'ancien syndicaliste qui parle, quand je vois ce que font à peu près partout les plus hautes directions syndicales, camarades, je vous le dis, comme je le pense, je suis atterré. Je suis atterré. Camarades, des réunions sont interdites. Des militants sont poursuivis. La politique qui est menée conduit au pire. Et, rien. Rien. Ou si peu que de toute façon, ça revient au même. Alors, il y a ceux qui se terrent, il y a ceux qui se planquent, en attendant peut-être des jours meilleurs, mais s'ils croient ainsi sauver leur tête, je pense que l'histoire fourmille d'exemples qui montrent que c'est un très mauvais calcul. Et puis, il y a ceux plus malins, qui de temps en temps, pour les caméras, pour les micros, font une déclaration. Mais une déclaration d'une telle banalité que, à peine publiée, elle est déjà oubliée.
De ce côté-là, c'est sûr, le gouvernement a les mains libres. De ce côté-là, il peut continuer. Et pourtant, camarades, qui peut croire un seul instant qu'un appel à se mobiliser contre cette fuite en avant vers la guerre, contre cette fuite en avant dans la répression, resterait lettre morte et qu'elle ne rencontrerait pas un large écho? Imaginez 2 secondes ce qui se passerait si un appel en ce sens faisait en sorte que des camarades comme le camarade italien qui s'est exprimé au début de ce meeting, un appel pour dire « faites comme lui, il a raison », imaginez le résultat. La guerre, par définition, prendrait du plomb dans l'aile, c'est peu de le dire. Alors, comme l'a dit Mélinda dans son introduction, comment ne pas voir qu'il n'est plus temps de tergiverser, qu'il n'est plus temps de chercher de faux compromis et qu'au contraire, les syndicats ont été construits pour se défendre. Alors, force est de constater que ce n'est pas le choix qui est fait et, laissez-moi vous le dire, c'est une lourde responsabilité. Mais je constate une chose, c'est que le refus, malgré ses obstacles, malgré ses entraves, lui ne cesse pas. On a salué à juste titre la mobilisation des étudiants et je souhaite qu'elle s'amplifie. Mais, camarades, aujourd'hui, je voudrais donner un autre exemple. En ce moment même, dans mon département, il y a un rassemblement à l'initiative des parents d'élèves, en Seine-Saint-Denis donc, pour les moyens pour l'école et contre la réforme de la ministre pour le choc des savoirs. Enfin, c'est le choc contre le savoir en réalité. Cette mobilisation, elle a commencé il y a 2 mois et demi même. Elle a commencé le 22 février. Les profs et leurs syndicats ont dit « pas de moyens, pas de rentrée ». Des menaces de ce type, le jour de la rentrée, moi, comme syndicaliste, j'en ai vécu pas mal. Je me disais, on verra bien, c'est peut-être artificiel, mais peut-être que ça va prendre. C'était tout sauf artificiel, camarades. C'était tout sauf artificiel, et le pas de moyens, pas de rentrée, ils l'ont fait. Et la mobilisation dure maintenant depuis le 22 février, alors en empruntant évidemment des rythmes et des voix qui, vous l'imaginez bien, varient selon les moments. Mais je voudrais insister sur une chose, c'est sur ce qui est le moteur de cette mobilisation qui est très profonde et qui a une portée nationale. Nécessairement d'ailleurs parce que les mêmes questions sont posées partout. Dans cette mobilisation qui est massive et qui est très largement soutenue, massivement soutenue par les parents d'élèves, le moteur pendant des semaines, ça a été les assemblées générales. Les assemblées générales dans les établissements, les assemblées générales au plan local ou au plan départemental, qui à chaque fois décidaient des actions à mettre en œuvre et qui sont relayées aujourd'hui encore par des réunions publiques avec les parents. Et ça, et je ne cite que cet exemple, c'est un signe et c'est une indication de toute la situation que nous avons sous les yeux. Et dans cette situation, camarades, partout, oui, partout, il y a des forces nouvelles qui se dégagent, qui se rassemblent pour résister et rompre avec ce système pourri. Et tous les militants, tous les camarades qui se sont exprimés à cette tribune, ils en sont précisément une expression. Alors camarades, oui, c'est maintenant qu'il faut s'organiser. C'est maintenant qu'il faut se regrouper, s'unir et combattre là où nous sommes, comme le font tous ceux qui viennent de s'exprimer, pour mettre tout en œuvre, pour aider à comprendre, à informer, pour aider à agir. Autant se le dire tout de suite. On le sait, en face, ils vont accentuer la répression. Ils vont chercher toujours plus l'accord avec l'extrême droite. Et même s'il le faut, la mettre au pouvoir. Comme ils l'ont fait en Italie ou comme ils l'ont fait en Argentine. Et vous avez entendu ce que le camarade Marcus Sokol a expliqué de la situation au Brésil. Mais partout. Et c'est ça qui nous ordonne. Et c'est cela notre boussole. Et c'est la marque de toute la situation. Et c'est ce qui terrorise les gouvernements. Partout, cela résiste et cela combat. Oui, on en est et on en est totalement. Et camarades, je conclurai en citant un texte dont est tirée la citation qui figure sur la banderole derrière moi. Il s'agit de la conclusion de la conférence publique, la dernière conférence publique qui a eu lieu dans le cadre du cercle d'études Pierre Lambert. Voilà comment le camarade qui faisait cette conférence, le camarade Serra, que je salue, voilà comment il concluait son exposé.
Ce n'est pas quand la guerre tue 1000 soldats par jour, quand les libertés sont supprimées par la censure et la loi martiale qu'on peut combattre la guerre, c'est avant, quand on peut encore s'organiser et manifester. Cette fois, il faut les empêcher avant. Réaliser la menace de 1912. Cette menace, lancée par les responsables socialistes de l'époque à l'échelle internationale, qui disaient « En cas de guerre impérialiste, ce sera la mobilisation générale des travailleurs et nous y répondrons par la grève générale. » Fort malheureusement, en 1914, la quasi-totalité d'entre eux ont voté les crédits de guerre. Je relis donc cette phrase. Cette fois, il faut les empêcher avant réaliser la menace de 1912 sans être bernés et trahis. Si les gouvernements veulent plonger dans le carnage, les peuples qui n'en veulent pas, alors les peuples sont en état de légitime défense. Ils sont en droit démocratique de se mobiliser pour renverser les gouvernements qui bafouent la volonté majoritaire. Il nous faut nous organiser en France, dans tous les pays, pour gagner la bataille de la guerre à la guerre, qui n'a pas été gagnée en 1912. Plus que jamais, l'ennemi est dans notre pays. C'est la classe des profiteurs de guerre, la classe des exploiteurs. Leurs guerres ne sont pas les nôtres. Oui, organisons-nous maintenant. Et camarades, et c'est ma dernière phrase, je vous invite à prendre connaissance, parce que c'en est tout le contenu, de la déclaration du secrétariat international de la 4e internationale qui figure dans cette salle. Je vous invite à en prendre connaissance, je vous invite à la lire, je vous invite à la diffuser. Et camarades, plus que jamais, organisons-nous, c'est maintenant et continuons en avant.